Cher Aurélien, merci d'avoir accepté de te prêter un entretien qui sera montré à la Maison de la Poésie en novembre 2018. J'ai lu qu'en fait votre collaboration remonte à 2002 sur une pièce de Dominique et se poursuit jusqu'en 2018 par une pièce Contrée qui a été présentée à la Villa Médicis où tu étais résident. Et c'est à contre-courant de l'époque qui, en général, par la pression des commandes, fait des choses très rapidement. Toi, c'est un travail dans le temps, 16 ans à peu près. Qu'est-ce que tu peux dire de l'apport du temps, de cette collaboration, de la connaissance de l'autre, des choses qu'on connaissait chez la poétesse Bachmann avec Henze, qui est très rare. Tu es l'un des rares en France à collaborer dans le temps. Qu'est-ce que ça a apporté à votre œuvre commune, cette durée? Je pense que c'est une relation qui met vraiment au centre les préoccupations liées à la question de l'altérité. J'ai l'impression de me retrouver dans le travail de Dominique et dans notre rapport vraiment à la maison. Enfin, il y a une espèce de mise en perspective qui est par moments assez vertigineuse d'ailleurs. Et c'est vrai que j'en suis arrivé à un point, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais j'en suis arrivé à un point où c'est aussi devenu, excuse-moi Dominique, mais une solution de facilité. Parce qu'on se connaît très bien, parce que je sais qu'au début, quand je lui avais demandé d'écrire des textes, souvent, je lui demandais de changer des choses à la marge par rapport dans le processus d'écriture musicale. Et je m'aperçois qu'au plus où le temps passe, au moins où j'ai recours à ces modifications. Donc je pense que de son côté, c'est un peu pareil. Je connais parfaitement sa langue. On lui demandera. Voilà, on lui demandera. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans le travail avec Dominique, c'est que il y a effectivement il y a le résultat, donc il y a la langue qu'il va écrire, sa propre musique, qui peut-être a été aussi un peu modifiée par rapport à notre relation. Ouais. Il faudra lui en parler. Et c'est également le fait que dans le processus d'élaboration du projet, il y a vraiment des échanges qui sont absolument passionnants. C'est-à-dire qu'on se laisse toujours un espace à définir, à borner les contraintes, ou pas les contraintes, mais la définition d'un projet artistique ensemble. Et ça, c'est toujours un espace où on sent, aussi par notre affinité, mais tout est possible. On commence par une espèce de champ comme ça, très très ouvert, et on ne met aucune limite à notre imagination, à nos discussions, à nos références. Ça va par moments très loin aussi dans l'humour, donc dans la dérision, etc. Ça s'entend. Ça s'entend un peu. Et donc je trouve ça vraiment toujours très excitant, cette première phase de définition du projet. Au sujet de la collaboration dont tu viens de parler avec Dominique, qui est une collaboration dans le temps et intense, où justement il n'y a pas cette dialectique poésie et musique, le temps permet de faire que c'est vraiment une œuvre auquel vous collaborez, comme pratiquement des co-auteurs. Tu peux nous en dire quelques mots à propos d'Églogue, la pièce qu'on écoutera? Oui. Comment vous avez commencé à travailler sur cette œuvre ensemble? Oui, tout à fait. Cette œuvre, en fait, est née d'une commande d'un ensemble très particulier qui est le trio Dauphine. Et en fait, c'était 3 amis du CNSM de Paris, 3 interprètes, qui s'entendaient très bien. Donc Maudie Gay au violon baroque, Marie Vandrine au clavecin et puis Clara Isambert à la harpe. Elle joue une harpe simple mouvement dans la formation. Donc c'est vraiment un trio baroque, la harpe du XVIIIe siècle. Et en fait, ces 3 amies avaient envie de jouer de la musique ensemble, d'élaborer cette formation un peu particulière. Elles ont fait beaucoup de recherches à la BNF, elles ont trouvé un peu de répertoire pour cette formation, notamment qui était jouée dans les salons de Marie-Antoinette, les salons parisiens du 18e. Et donc elles m'ont demandé, pour inaugurer un peu leur trio, elles avaient envie aussi, comme il y a un manque de répertoire évident pour cette formation, de confronter à la fois leur musique de répertoire avec des arrangements aussi qu'elles faisaient pour cela, avec des œuvres plus contemporaines. Et donc elles m'ont demandé de leur écrire une pièce. Et je connais assez bien ces amies, je sais qu'elles ont un tempérament assez dynamique, assez enjoué. Et assez rapidement m'est venu à l'esprit de les faire, d'aller au-delà d'une simple pièce musicale et d'y adjoindre un texte. Oui. Et je leur ai demandé, est-ce que ça vous pose problème si vous déclamez, vous récitez ou vous chantez? Et puis bon, elles étaient très très motivées par le projet. On entend cette continuité. Oui, tout à fait. Et donc je suis allé voir Dominique. Maud, je crois, connaissait déjà Dominique Kellen.
Et je lui dis, voilà, donc le trio Dauphine, elles ont leur projet artistique qui est celui-là, on aimerait bien que tu écrives un texte. Et ce texte, en fait, aurait comme idée voilà, de mettre en regard, de mettre en tension ces objets un peu référencés, enfin, de la musique baroque, enfin de la symbolique baroque aussi, qui est très présente dans le texte, mais qui est toujours un peu détournée dans l'écriture de Dominique. Qui est à distance un peu. Ouais. Tu es, Aurélien, l'un des rares compositeurs contemporains, on peut dire à l'instar ou avec Gérard Pesson, à avoir travaillé exclusivement, je crois, tu me corriges si je me trompe, avec des auteurs contemporains, notamment des poètes contemporains, et avec aucun auteur du passé. Tu n'as pas seulement travaillé sur des auteurs contemporains, tu as travaillé avec des auteurs contemporains. Quelle importance cela a-t-il pour toi? Quelles sont les répercussions, à ton sens, sur l'écriture? C'est un acte décidé manifestement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est important dans le renouvellement récent de la musique vocale. En quoi le fait de travailler non seulement sur un poème contemporain, mais avec un poète contemporain, en quoi pour toi cela modifie-t-il aussi la composition et, et ta musique instrumentale ou l'œuvre vocale? Alors, déjà pour revenir au début de ton intervention, il y a une exception, il y a deux exceptions. Enfin, on va dire qu'il y a une exception, parce que effectivement j'ai fait du tri dans mon catalogue, comme on a pu le dire tout à l'heure, mais il reste une pièce à mon catalogue qui s'appelle Âpre Brionne, qui est basée sur les textes d'Emily Dickinson. Oui. Une pièce un peu ancienne, mais que j'ai retravaillée dans une nouvelle version. 2008 2008 et revue cette année en 2018. Cette question de travailler, je pense que la collaboration avec Dominique m'a vraiment donné envie de poursuivre et de me mettre aussi un peu en danger, en fait. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, il y avait une sorte aujourd'hui de facilité à ce qu'on confronte nos univers. Et je sais que le travail de Dominique, le travail avec Dominique a une influence sur mon avis sur ma musique instrumentale, sur la manière dont je pense le langage et surtout cette idée peut-être de mise à distance, en fait, d'être capable, je sais bien que c'est une question qui est très difficile à comprendre, mais ou à concevoir, mais comment traiter de la dérision dans la musique, de l'ironie, ou juste d'un petit décalage de sens qui fait que tout d'un coup la musique peut avoir aussi un aspect polysémique, un peu comme dans l'écriture de Dominique. Je pense que tous ces éléments-là aujourd'hui concourent à mon langage musical, enfin mon langage instrumental. Et effectivement, j'ai besoin aussi, je pense, d'essayer de mettre cette idée d'altérité avec un autre artiste, de partage, de travail à plusieurs mains avec aussi d'autres univers. Donc avec des écrivains, effectivement. Donc on peut penser, il y a François Ranoux avec lequel j'ai collaboré sur plusieurs choses. Je pense également évidemment Dorian Astor, philosophe, à Sachiko Oda, donc là c'est complètement autre chose, mais qui était sur un projet bien spécifique en langue japonaise. Et je pense que chacune des portes, chacune des ouvertures concourt aussi à des réflexions sur mon langage et à l'enrichir. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile à avoir avec des poètes. On soliloque davantage. Voilà, avec lesquels on peut, avec les morts. Voilà, exactement. On peut parler aux morts. Après, il y a cette question peut-être que mes collègues compositeurs ont une certaine forme de peur ou de non-connaissance de la confrontation directe avec l'altérité. Avec l'altérité, et puis avec quelqu'un de vivant, quelqu'un qui va aussi par moments nous amener à nous remettre en cause d'une manière plus ou moins violente. Enfin, ça peut aussi arriver. Et je pense qu'il y a aussi le rapport qu'un compositeur entretient avec le texte. C'est-à-dire, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais en tout cas, notamment le souci de l'intelligibilité, par exemple. On va en revenir. Donc, on va y aller. Ok, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais je pense que la question du respect vis-à-vis d'un auteur contemporain avec lequel on peut interagir, c'est quelque chose de central. On peut en parler maintenant, si tu veux, d'intelligibilité. Justement, il y a eu quand même, on peut dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis le début des studios, que ce soit la GRM ou en Italie, le studio de Milan, tout le courant phonologiste, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Apergis, où on prend des phonèmes, une langue asémantique ou très largement asémantique. Chez toi, il y a pratiquement toujours l'intelligibilité du texte. Alors, est-ce que c'est le retour, comme il y a eu le retour du refoulé, est-ce que c'est après le retour du refoulé, il y a le retour du sémantique? C'est quelque chose que tu revendiques? C'est-à-dire que
le poème a un sens, tu ne prends pas le poème comme une matière sonore. C'est important pour toi ce retour à l'intelligibilité? Ouais, je trouve que c'est très important. C'est important aussi dans la manière dont je conçois moi-même ma musique en fait. C'est-à-dire qu'en règle générale, je travaille par mise en regard d'objets musicaux, ce que je vais appeler des objets musicaux. Ça peut être des petites sections qui sont mises les unes et les autres en tension, en regard. Et j'aime à ce que chacun de ces objets puisse laisser une trace dans la mémoire de l'auditeur et que cette trace soit davantage qualitative que quantitative. C'est-à-dire que on peut jouer sur un référentiel, on peut jouer sur une connotation, on peut jouer sur une histoire. J'aime à dire qu'en fait que mes matériaux musicaux sont des petites briques de temps et d'histoire en fait. Et cette couleur effectivement plutôt qualitative, qui peuvent amener à des situations de narrativité, implique effectivement une notion de sens. Oui. Et je pense que c'est aussi peut-être le travail avec Dominique qui m'a amené à concevoir mon langage musical de cette manière-là. Et du coup, quand je travaille avec des auteurs, l'intelligibilité est quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est même la base du travail. La musique doit apporter une tension esthétique nouvelle par rapport au sens du texte. Mais retirer le sens du texte, pour moi, cette soustraction est un peu difficile. Il y a quelque chose qui me répugne un peu en fait dans cette idée-là.